Bonsoir, merci d'être là, merci d'être si nombreux à nouveau. Nous avons commencé ces ateliers en février dernier et qui remportent un très franc succès. Beaucoup d'inscriptions, quasiment 10 000, plus de 3 000 participants et puis quasiment 7 000 vues sur notre chaîne YouTube. Ce qui est on est très content et ce qui est un très beau succès. J'en profite d'ailleurs pour m'adresser à celles et ceux d'entre vous qui allaient voir ou revoir cet atelier sur YouTube en replay. Vous pouvez utiliser les commentaires en dessous de la vidéo pour nous poser vos questions. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et là, je m'adresse à tout le monde, à la chaîne Ubicarta. Vous allez avoir accès quand nous allons vous envoyer le replay. Et puis, voilà, pour vous donner un peu le contexte, comme je vous disais, nous avons organisé de nombreux ateliers depuis février dernier, des ateliers d'initiation comme celui d'aujourd'hui, et puis des ateliers plus thématiques sur des thèmes précis, la sécurité par exemple, avec le PGHM, donc avec le peloton de gendarmerie de haute montagne, c'était l'année dernière, donc sur la sécurité. Nous avions aussi organisé plusieurs ateliers sur la lecture de cartes, et notamment la lecture de cartes topographiques de l'IGN, le scan 25. Et puis c'est comme ça des ateliers qui reviennent très régulièrement. On va vous mettre en commentaire dans le chat les prochains ateliers. Donc le 5 décembre, à nouveau sur la sécurité, mais avec une prédominance hiver, donc sécurité en randonnée, puis en pratique hivernale, et c'est en partenariat avec la Fondation Petzl. Et puis le 10 décembre, un atelier sur la synchronisation et synchronisation entre l'application mobile IGN Rando et le site ignrando.fr. Les liens d'inscription sont un peu partout dans les mails qu'on a échangés avec vous, mais on va les remettre dans le chat. Ce qui m'amène à vous expliquer un peu le déroulé. Donc on va être ensemble pendant un peu plus d'une heure, une heure et quart environ. On va démarrer par 40-45 minutes de présentation. Et puis ensuite, nous allons répondre à certaines questions à l'oral. Pendant tout l'atelier, vous avez la possibilité de poser également des questions. J'ai la chance d'être accompagné de Xavier, Anthony, Sébastien et Angelo qui répondent sur le chat à vos questions. Alors pour poser vos questions, il suffit de cliquer en bas à droite de votre écran. Vous avez un petit pictogramme avec un triangle, un carré et un rond. Vous cliquez dessus, il y a un module qui s'appelle « Des questions ». Vous cliquez à nouveau dessus et vous pouvez poser vos questions. Les réponses seront données dans le chat, donc qui est le pictogramme toujours en bas à droite, à gauche, enfin à gauche de celui avec le triangle, le carré et le rond, qui est la petite bulle avec le texte. Même si vous ne posez pas de questions, on vous invite à ouvrir cet onglet chat pour pouvoir éventuellement suivre toutes ces questions. Pourquoi on fonctionne ainsi? C'est que vous êtes très nombreux, là vous êtes 300. On ne peut malheureusement pas donner la parole à tout le monde et gérer ça, c'est trop compliqué. Ce serait trop difficile. Donc nous avons opté pour cette solution. Sachez que vous avez toujours la possibilité de nous écrire. On va remettre notre adresse mail dans le chat également, donc à l'adresse ignrando tout attaché @ubicarta.com. pour poser vos questions, des questions auxquelles on n'aurait pas répondu finalement précisément, ou des questions très particulières sur votre usage, votre appareil ou votre situation. Donc ça, vous pouvez nous écrire tout le temps. Et puis, voilà, là, pendant l'atelier, vous aurez le chat. On va vous envoyer, donc une fois que l'atelier sera fini, d'ici demain, enfin on verra au maximum début de semaine prochaine, nous allons vous renvoyer le replay de l'atelier, donc la vidéo sur notre chaîne YouTube, le guide pratique qui reprend l'essentiel des fonctionnalités de l'application, ainsi qu'un document des FAQ des ateliers, donc les questions qui sont fréquemment posées lors de nos ateliers. Aujourd'hui, on a pas mal de recul sur les questions qui reviennent
chez nos utilisateurs. Donc, un document qui reprend comme ça un maximum de questions. Donc, vous aurez tout ça d'ici quelques jours, le temps qu'on prépare et qu'on vous l'envoie. Voilà pour l'intro. Je ne vais pas être plus long que ça et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, je vais partager mon écran. Ici, laissez-moi un instant. Là. Normalement, vous devez voir mon écran de téléphone et vous devez voir ma souris qui bouge. Donc, ça a l'air de marcher. Donc, on va démarrer. Donc, la première chose, l'application IGN Rando est disponible sur les stores, donc c'est-à-dire sur l'App Store pour les appareils iOS et sur le Google Play Store pour les appareils Android. Sachez qu'aujourd'hui, la présentation va être faite sur la version Android de l'application qui présente quelques petites différences avec la version iOS. Si vous avez des questions précises concernant votre version iOS, n'hésitez pas à les poser. Donc, encore une fois, via le module questions ou en nous envoyant un mail. Donc, vous téléchargez l'application et vous avez la possibilité à ce moment-là de soit de créer un compte, soit d'utiliser l'application sans compte. Alors, l'application est tout à fait fonctionnelle sans compte. Sachez-le, et vous pouvez toujours utiliser l'application sans compte. Cela dit, le compte va servir, et nous vous conseillons d'en créer un, il va servir à essentiellement deux choses. La première, ça va être le partage de position. On rentrera dans le détail évidemment tout à l'heure. La deuxième chose, ça va être la synchronisation justement avec le site internet de vos données, parcours, points d'intérêt, etc. Donc, gardez ça en tête. Vous pouvez tout à fait l'utiliser sans compte, mais nous vous le conseillons. Donc, quand vous ouvrez l'application, vous arrivez sur cet écran qu'on appelle, nous, l'écran principal. C'est l'écran carte qui est composé de plusieurs choses. Donc, si on commence en bas à gauche de l'écran, vous avez la première chose, c'est l'échelle qui se trouve ici. Et juste au-dessus, un bouton I. Et si vous cliquez, cela vous permet d'ouvrir la légende. La légende qui va évidemment s'adapter au fond de carte qui apparaît sur votre écran. Donc ici, le plan IGN. Ensuite, si vous allez sur la partie droite, en bas à droite, vous allez retrouver trois choses. Ici, vous allez avoir vos coordonnées, les coordonnées du centre de la carte et la distance depuis votre position. La distance, évidemment, à vol d'oiseau. Juste au-dessus, je vais avoir le bouton de recentrage. Donc, en cliquant dessus, vous voyez, il est vide. C'est une cible qui est vide. Je clique dessus, elle est pleine. Et cette fois-ci, en dessous, je vais avoir, parce que mon écran est centré sur ma position, les coordonnées de ma position. Donc, je n'ai évidemment, enfin, ici, j'ai l'altitude, mais donc la distance avec ma position est donc de 0. Donc, la cible, je vous l'ai montré en cliquant dessus, elle se remplit, elle se centre sur votre position. Si je clique à nouveau dessus, vous voyez qu'elle change, elle se transforme en boussole. Et cette fois-ci, vous avez vu que la carte s'est un tout petit peu tournée. C'est que la carte s'oriente en fonction de l'orientation de mon téléphone. Si je bouge mon téléphone, vous voyez que la carte tourne. Pour la rétablir, soit je clique à nouveau ici, soit je clique en haut à gauche sur la boussole. Vous avez au-dessus de la cible un bouton plus. Ça va être, je dirais, peut-être le bouton principal, en tout cas, qui va vous donner accès à toutes les fonctionnalités principales de l'application. On y reviendra dans le détail, mais là, on va les décrire rapidement, les énumérer rapidement. L'enregistrement de parcours, la création de parcours, la création de points d'intérêt, le partage de position et le signalement d'un problème, d'un incident via Suricat. En haut, vous avez la boussole, donc je vous l'ai montré, qui indique le nord. Eh bien, si votre carte est orientée en fonction de l'orientation du téléphone, vous voyez que là, le nord, c'est un tout petit peu décalé. Je peux... un instant. On a un petit problème de connexion avec mon téléphone. Est-ce que
c'est revenu, on me dit que c'est bon. Donc, la boussole en haut qui indique donc, le nord. Ici, vous avez la barre de recherche qui vous permet de faire des recherches de parcours. On y reviendra. Et ici, le sélecteur de carte. Tout en bas, vous avez les 3 boutons de navigation. Donc, carte, nous y sommes, c'est la carte. Les données, c'est ici que vous allez retrouver vos parcours, vos points d'intérêt, les communautés et les cartes téléchargées. Et ensuite, le bouton profil avec votre compte, votre abonnement, les paramètres de l'application, l'aide et une section à propos avec quelques détails plus techniques. D'ailleurs, j'en profite ici, vous voyez, en bas de la section à propos, vous avez à nouveau notre adresse mail et vous pouvez cliquer dessus pour contacter le support utilisateur auquel les mêmes personnes qui vont répondre aujourd'hui au chat et moi-même répondons quotidiennement. Je reviens sur mon écran carte, donc grâce à ce bouton, et on va faire une petite visite maintenant de ce sélecteur de cartes. De quoi s'agit-il? En ouvrant le sélecteur de cartes, je vais avoir accès, c'est ici que je vais pouvoir sélectionner les différents fonds de cartes disponibles grâce à l'application IGN Rando. Donc ici, on était sur le plan IGN, qui est un fond de cartes de l'IGN, qui est un fond de cartes simplifié peut-être un peu par rapport à ce à quoi vous avez l'habitude, et j'entends par là la top 25 que voici. Donc comme ça, je ne vais pas faire dans l'ordre, mais il y a une logique. Donc ici, vous avez la top 25 et on va s'éloigner un peu de la ville. Comme ça, elle ressemble un peu plus peut-être à ce à quoi vous avez l'habitude d'utiliser pour la randonnée. Donc ça, c'est la carte top 25, la carte topographique, qui est l'outil essentiel de la randonnée des sports de nature. Vous avez ensuite la photo aérienne. Donc, comme son nom l'indique, c'est des photos vues du ciel qui sont également très utiles à l'extérieur pour pouvoir rapidement identifier la topographie, la végétation et tout un tas de choses, même les routes, les zones habitées, les villages, etc. On retrouve un fond de carte également OpenStreetMap qui ressemble à ça. Donc vous allez retrouver beaucoup d'éléments qu'on retrouve, par exemple sur la top 25, notamment les courbes de niveau, les ombres, des indications sur la végétation, les routes, les sentiers. La particularité, je dirais, essentielle ou à retenir concernant le fond de carte OpenStreetMap, c'est qu'il est mondial. Il couvre absolument toute la planète, l'ensemble du globe, et ce sera votre outil à partir du moment où vous sortirez des frontières françaises. Par française, j'entends Hexagone et les territoires ultramarins, les îles, la Corse, etc. Donc, une fois qu'on sort de ce territoire, l'IGN étant un organisme public dont le métier est de entre autres, plein de métiers, mais entre autres, en tout cas en ce qui concerne la cartographie, de s'intéresser et de cartographier le territoire français. Quand il s'agit de faire des activités de pleine nature en dehors de la France, nous vous invitons à utiliser le fond de carte OpenStreetMap, qui est très largement utilisé. C'est le fond de carte que vous allez retrouver dans énormément d'applications à travers le monde. Vous avez ensuite la carte IGN multi-échelle. Sa particularité, donc comme son nom l'indique, c'est un fond de carte IGN. Sa particularité, c'est qu'elle va s'adapter. Vous voyez, là, j'ai dézoomé. Elle va s'adapter au niveau de zoom. Si je dézoome à nouveau, vous voyez, on vient de changer encore de fond de carte. Et inversement, quand je zoome, hop, vous voyez, là, j'arrive au scan 25. Et si je zoome encore, j'arrive sur le plan IGN. Donc, une carte qui vous permet un fond de carte qui vous permet d'avoir une carte toujours lisible, peu importe votre niveau de zoom. Pour vous montrer l'exemple ici, on prend la top 25. C'est sûr qu'à partir d'un certain, voilà, à ce niveau de zoom, c'est absolument illisible. On peut se repérer, c'est-à-dire que ça permet d'aller très vite à un autre endroit si j'ai envie de me déplacer dans les Alpes.
c'est très facile et on peut quand même les identifier assez rapidement par les couleurs et puis ensuite rezoomer à l'intérieur. Mais voilà, la carte multi-échelle permet d'avoir une meilleure visibilité. OpenCycleMap, une carte basée sur des données OpenStreetMap, mais dédiée cette fois-ci au vélo, notamment avec des parcours. Vous allez retrouver en dessous les cartes historiques de l'IGN. Je ne rentre pas dans le détail, c'est des cartes qui sont moins utiles ou moins directement utiles dans le cadre des activités de pleine nature. Des cartes aéronautiques, ici, et ensuite des cartes IGN Espagne et Suisse Topo, donc comme leur nom l'indique, pour l'Espagne et la Suisse respectivement. Vous avez en dessous des fonds de cartes, vous allez avoir des calques ou des surcouches. Ces surcouches, il s'agit d'informations qui vont venir se superposer sur le fond de carte pour soit vous apporter une information complémentaire, soit pour vous aider à lire la carte. On va commencer dans l'ordre. Les appels d'urgence. Ici, il s'agit d'une carte que nous avons créée. Donc, vous n'allez pas la retrouver sur d'autres applications. C'est une carte qui permet d'afficher, donc c'est un calque plutôt qui permet d'afficher sur le fond de carte les zones d'où vous allez pouvoir appeler le 112. Donc vous voyez ici, les zones en orange sont a priori couvertes et le reste, c'est ce qu'on va appeler les zones blanches. Alors attention, ça c'est très important et c'était le petit message qui est apparu à l'écran en l'ouvrant. Il s'agit de données qui ont été calculées et non pas des données qui ont été mesurées sur le terrain. C'est des données que nous avons récupérées auprès de l'ARCEP, qui est l'organisme de régulation des opérateurs télécoms. Donc, c'est évidemment des données à prendre aussi avec précaution. C'est des indications. Aujourd'hui, il n'existe pas des données plus précises ou plus proches de la réalité que celle-ci. Vous avez la même chose, ou en tout cas un calque similaire, qui va être le réseau de votre opérateur mobile. Et vous voyez, on va être sur cette même zone. Donc ici, ça va être SFR, parce que c'est mon opérateur. Et si je passe à nouveau sur l'appel d'urgence, on voit que c'est un peu plus dense, parce que c'est normal, parce qu'en fait, quand vous appelez le 112, quand vous appelez les numéros de secours, d'ailleurs, tous, il n'est pas nécessaire de capter votre propre opérateur, mais n'importe quel opérateur, et d'ailleurs, n'importe quel opérateur européen, parce qu'il s'agit d'un numéro européen. Vous avez ensuite les traces de randonnée hivernale. Alors, hop, c'est ces lignes que vous allez voir apparaître en rouge. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que c'est ce qui fera l'objet de notre prochain atelier le 5 décembre avec la Fondation Petzl. On va rentrer dans le détail de ces traces, de comment elles ont été créées, pourquoi elles ont été créées. Elles viennent en réalité remplacer ou se substituer à ces traces bleues qu'on voit en dessous, qui sont les anciennes traces de randonnée hivernale. Donc, elles ont été recalculées, refaites, et c'est nous les avons intégrées à IGN Rando et elles ont été refaites par la Fondation Petzl. Donc voilà, je compte. Si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous invite à vous inscrire à l'atelier du 5. Vous avez ensuite les pentes à 30 degrés, supérieures, pardon, à 30 degrés, qui vont s'afficher ici avec un dégradé de couleur. L'occasion à nouveau de vous montrer la légende. Vous voyez ici qu'on a un fond carte et une surcouche, vous allez avoir les deux légendes, vous pouvez naviguer dessus en cliquant, et ici vous avez l'explication, donc la légende des couleurs. Ensuite, OpenSnowMap, qui est un calque avec les stations de ski, les stations d'hiver, qui vont répertorier les pistes. Le carroyage DFCI et les PRSF, le carroyage DFCI, c'est quelque chose qui est utilisé essentiellement par les métiers du bois et de la forêt. Les PRSF, c'est un sujet qui est intéressant. Je vous les montre rapidement. C'est les points de rassemblement des secours en forêt. Donc, vous voyez, c'est ces petits points rouges qu'on voit apparaître ici et qui sont des points identifiés par les secours, notamment par les pompiers, parce qu'on est a priori dans des zones boisées, comme leur nom l'indique. Et si vous arrive un pépin, le fait d'être
au niveau d'un PRSF ou proche d'un PRSF, permet d'être secouru, je dirais peut-être plus rapidement ou plus efficacement, en tout cas de faciliter la communication avec les secours. Les restrictions des drones, voilà, à nouveau, un certain nombre, donc, pareil, des légendes pour comprendre de quoi il s'agit. Et puis les parcelles cadastrales en bas à droite. Un dernier calque, quand je mets les photos aériennes ici, je peux activer ce calque qui s'appelle route et sentier et qui permet sur le calque, pardon, je suis allé un peu vite, sur le calque de faire apparaître, sur le fond de carte, pardon, sur les photos aériennes, de faire apparaître les routes et les sentiers. Donc maintenant, je vais désactiver ça, on a décrit notre interface, l'essentiel, et on va passer à des cas concrets, des cas d'usage de l'application IGN Rando. Donc, j'ai téléchargé IGN Rando et je souhaite maintenant partir en randonnée. La première chose que je peux faire, on en a parlé en introduction, c'est utiliser cette barre de recherche et faire des recherches de parcours. Donc, je peux faire des recherches de parcours par rapport à ma position, par rapport à la vue de la carte actuelle, c'est-à-dire là où était l'emprise de carte sur laquelle j'étais précédemment. Bon, là, je suis en ville, donc c'est pas très intéressant. Je vais faire une recherche ici par village. Je vais chercher l'Esquin dans les Pyrénées-Atlantiques. Je reste très local. Hein. Là, moi, je vous parle depuis Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, on va rester local. J'ai fait ma recherche. Alors, pardon, peut-être, là, je suis allé un peu vite. Je reviens en arrière. Donc, ici, je tape à nouveau donc l'Esquin. Et ensuite, j'ai la possibilité d'affiner ma recherche en fonction de l'activité, en fonction de la distance, en fonction de s'il s'agit ou pas de données de référence. Par données de référence chez IGN Rando, il s'agit de qualifier les données qui émanent d'organismes, je dirais, officiels de destination, d'offices de tourisme, de parcs, qui vont référencer leurs données sur la plateforme. Et ensuite, vous pouvez aussi affiner par difficulté. Sachant sur ce dernier point, c'est très subjectif, vous le savez, ça me permet de faire une petite parenthèse. La difficulté, c'est quelque chose qui est très personnel. Déjà, s'agit-il de la difficulté technique, s'agit-il de la difficulté physique? Et on sait très bien que, en fonction de la météo, de votre fatigue, de la condition du groupe avec lequel vous allez aller, de plein de paramètres, de votre équipement, etc. La difficulté, c'est quelque chose qui va énormément varier d'une personne ou d'une situation à l'autre. Donc, à prendre avec énormément de pincettes. Je dirais aussi les catégories, parce que peut-être qu'un parcours a été rentré comme un parcours à vélo, mais pourrait tout à fait être fait à cheval, etc. Donc là, on voit qu'on a 28 parcours. Moi, je ne vais pas affiner ma recherche, puisque 28 parcours, je vais pouvoir comme ça, les parcourir. Je vais pouvoir les parcourir soit sur la carte, donc qui s'affiche ici, et quand il y en a plusieurs proches, on va avoir ces épingles avec un chiffre. Donc ici, il y a 2 parcours, ici 5, etc. Et puis aussi dans ce carrousel en dessous, et je vais les faire défiler et puis choisir un parcours. Donc ici, je vais choisir le Pic d'Annie depuis le refuge de l'Aberwatt. Une fois qu'il est téléchargé, donc j'ai cliqué dessus et maintenant je peux voir la description. C'est à ce moment-là que va s'ouvrir la fiche parcours qui est composée d'un titre ici, d'une note, d'une distance, donc 14,59 km, d'une estimation du temps. Comme la difficulté ici, moyen, c'est quelque chose à prendre avec énormément de pincettes. Je le souligne, vous le savez. Voilà, ici, vous avez plusieurs temps, plusieurs durées estimées en fonction de l'activité. En randonnée, 7 heures, en trail, 4 heures, en ski de randonnée, 6 heures, etc. Mais voilà, il s'agit d'indications à prendre avec précaution. Vous avez ensuite un certain nombre de photos, ici. Voilà. Et en dessous, vous avez une description. Donc ici, j'ai ma description.
et le point de départ, le point d'arrivée. Une première chose que vous pouvez faire ici, c'est par exemple, notamment pour le point de départ, mais vous pouvez cliquer sur cette flèche coudée et ensuite ouvrir le point de départ avec, ici ça va être Google Maps, pour vous rendre, pour lancer une navigation, cette fois-ci en voiture, jusqu'au point de départ. Vous avez ensuite le profil altimétrique. Alors, voilà, il est ici mon parcours. Le profil altimétrique, sur lequel je vais avoir déjà un certain nombre d'informations, dénivelé positif, négatif. Je reviens au point de départ, donc c'est normal, c'est égal ou quasiment, l'altitude maximum, l'altitude minimum. Et ensuite, je vais pouvoir comme ça glisser le long du parcours en ayant en bas la distance à laquelle je me trouve, et l'altitude. En parallèle, je vais avoir ce point blanc ici en haut, sur le parcours, sur la carte, qui va se déplacer au fur et à mesure en miroir. Donc, c'est ce qui va vous permettre d'identifier les éventuelles difficultés, ou voilà, ben, j'arrive au sommet, c'est à peu près, enfin, c'est à peu près, oui, à mi-parcours, etc., etc. Ensuite, vous avez un onglet point d'intérêt sur lequel il y a un certain nombre de points d'intérêt, le refuge et 2 cabanes ici ensuite. Si là, on est parti du scénario où vous cherchez une idée de parcours et comme ça, de cette manière, vous interrogez la base de données IGN Rando qui propose environ 25 000 parcours en France. Donc, vous prenez des idées et vous vous lancez dans une randonnée en fonction de vos critères une fois que vous l'avez choisi. L'autre possibilité, donc je ferme tout ça, c'est de créer votre propre parcours. Donc, je me suis mis ici par hasard. Donc ici, je vais choisir, je vais cliquer sur le bouton plus et je vais créer un parcours manuellement, qu'on différencie de l'enregistrement. On en parlera tout à l'heure, mais la création, c'est, pour faire simple, c'est ce qui va se passer chez moi, ou en tout cas en amont d'une randonnée. L'enregistrement, c'est ce qui va se passer sur le terrain, pendant ma sortie. Donc, création de parcours. Je vais trouver un point de départ. Ben voilà, on a un parking. Ça, c'est une très bonne chose. C'est un très bon point de départ. Je centre la croix rouge sur mon point de départ et ensuite, je le sélectionne, je le valide ici avec ce bouton. Et ensuite, je vais tirer une ligne droite, comme ça, pour placer des points intermédiaires, des points d'étape que je valide. Et comme vous voyez, ici, le parcours est venu se coller au sentier existant sur la carte. Et je vais continuer ainsi, de cette manière-là. Ici, j'ai un refuge. Vous voyez, ça fait toujours ce... ici, j'ai une cabane, donc je vais valider ici. Ensuite, je vais revenir là. Hop. Là. Et puis, je reviens à mon point de départ. Je recentre sur mon point de départ. Et hop, très simplement, j'ai mon parcours. Alors, par exemple, là, quelque chose d'intéressant, vous voyez, ici, il a emprunté ce sentier. Peut-être que moi, j'avais envie de revenir par le sentier, au moins sur cette portion, sur ce segment, de revenir par le même sentier. Donc, je vais utiliser ce bouton, je vais revenir en arrière. Et donc, pour forcer l'application à passer par là, je vais rajouter un point intermédiaire ici. Et ensuite, hop, à mon point de départ. Donc, vous voyez maintenant, mon parcours est empreint de ce sentier et ne passe pas par ce chemin qui se trouve ici. Une fois que je suis content de mon parcours, je peux un peu dézoomer. Voilà, je vois mon parcours ici. Il fait 21 km. Parfait. Je le valide. Je lui donne un nom. Parcours atelier 28 novembre. Je peux ou pas lui ajouter une description, une couleur pour le tracé, l'opacité, changer l'opacité du tracé, changer la catégorie, éventuellement lui attribuer une difficulté. Et ici, enregistrer la trace. Et je vais retrouver la trace ici. Donc, dans Données, en bas,
parcours sur l'application, et le voici. Parcours atelier 28 novembre. Je l'ouvre, et voilà, voici la trace que nous avons créée ensemble. Vous avez, j'ai peut-être oublié de vous montrer, enfin pas peut-être, j'en suis même certain. Là, on a vu la saisie guidée. Admettons que nous partions d'ici. Donc, même, je vais aller un peu plus loin, ce sera plus lisible. Voilà, peu importe en fait. On va partir d'ici pour créer un autre parcours. Vous avez la possibilité, je reviens en arrière, voilà, la possibilité ici au centre, vous voyez, il y a ces deux petits pas. Donc ça, c'est l'outil de saisie guidée qu'on vient de voir. Vous avez la possibilité de changer d'outil et d'utiliser par exemple la saisie point à point. Alors la saisie point à point, donc toujours de la même manière, vous sélectionnez un point de départ, ensuite vous tirez un trait, mais voilà, cette fois-ci, votre parcours, votre tracé ne va pas suivre les chemins, les sentiers qui sont sur la carte. Vous allez donc créer des segments droits. Ça va vous servir à plusieurs choses. La première, c'est quand il n'y a pas, quand un sentier, par exemple, n'est pas répertorié sur les cartes IGN, c'est quelque chose qui peut arriver. Quand vous allez créer aussi des parcours en dehors de France, la saisie guidée est basée sur des données IGN, donc cela concerne la France. Quand vous créez des parcours hors de France, vous allez utiliser la saisie point à point. Ça permet peut-être aussi de créer, voilà, très rapidement, de tracer des lignes comme ça. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi cet outil. Là, je l'efface. Et maintenant, on a créé notre parcours. Il est temps, alors avant de partir en randonnée, on se prépare à partir, et puis là on va en montagne, on est convaincu, on n'aura probablement pas du très bon réseau, une très bonne couverture réseau, d'ailleurs on peut le vérifier. Hop. Vous voyez ici, sur quasiment la totalité du parcours, moi je n'aurai pas de réseau chez SFR. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est télécharger ma carte. Quand bien même j'aurai du réseau, nous conseillons de télécharger la carte, ce qui va vous permettre de mettre votre téléphone en mode avion et donc de moins fatiguer, de moins utiliser d'énergie de batterie. Donc, pour télécharger la carte, deux solutions s'offrent à vous. La première, donc depuis mon parcours, donc pour le retrouver, je vais dans Données, je vous l'ai dit tout à l'heure, et j'ouvre le parcours ici. On utilise le bouton bleu avec les trois petits points, qui va être cette fois-ci le bouton essentiel pour accéder aux fonctionnalités liées à chacun des parcours. Et ici, j'ai ce bouton télécharger la carte du parcours. Je clique dessus. Je sélectionne un ou plusieurs fonds de carte. Par exemple, je peux tout à fait sélectionner la carte IGN multi-échelle, les photos aériennes et la carte OpenStreetMap. Éventuellement des surcouches, des calques au-dessus. Et une fois que je suis satisfait, je télécharge la carte. Alors attention, cette méthode, là je vais l'arrêter parce que ça prend un peu de temps, la carte est assez lourde et donc pour pas ralentir la démonstration, mais vous avez compris. Donc cette méthode pour télécharger, donc de téléchargement de cartes depuis un parcours permet de télécharger la carte liée à ce parcours. Donc si arrêtez le téléchargement. Si j'ouvre à nouveau voilà, ma carte, mon parcours, pardon, cette méthode va télécharger une bande de cartes le long du tracé du parcours. Donc, ce sera si je sais que je vais faire ce parcours, rien que ce parcours, et c'est tout. Donc, c'est là où je vais vous montrer donc, la deuxième méthode pour télécharger une carte. La deuxième méthode, c'est directement depuis l'écran carte, je me rends dans le sélecteur de cartes et à nouveau, voilà, un gros bouton bleu, télécharger une carte. Et la première chose à faire ici, c'est de sélectionner une zone. Donc cette fois-ci, il ne s'agit pas de télécharger une bande le long d'un tracé, mais bien une zone,
parallélogramme, un rectangle ou un carré. Je sélectionne cette zone, je la valide, et ensuite, de la même manière, je sélectionne un ou plusieurs fonds de carte, si on va dire que la top 25 cette fois-ci. Je peux rajouter, allez, admettons la carte des pentes pour cette zone, et je télécharge. Pour retrouver cette carte, donc ça, c'est ce qui va me servir soit si je ne suis pas très sûr de ce que je veux faire, soit si j'ai prévu de faire plusieurs parcours dans la même zone sur un week-end, etc. C'est cette méthode que je dois privilégier. Et je vais la retrouver dans Données, Carte. La voici, donc c'est la carte là, du 28-11, 19h06. Et vous voyez, quand je clique dessus, je vois l'emprise sur le fond de carte. Petit conseil, j'en profite à ce moment-là, c'est ne collectionnez pas les fonds de carte ici. C'est-à-dire que le principe, c'est de télécharger uniquement ceux dont vous avez besoin, je dirais, dans les jours ou dans un futur relativement proche. Ensuite, vous effacez à la fois pour alléger un peu l'application, pour libérer de la mémoire dans votre téléphone. Ça ne sert à rien d'alourdir. Et puis, quand vous en aurez à nouveau besoin, vous pourrez à nouveau télécharger la carte voulue. Maintenant qu'on a téléchargé, on a choisi notre parcours, on a téléchargé notre carte, il est temps de partir en randonnée. Le premier usage que vous allez pouvoir faire en randonnée, c'est, je dirais, assez simple, mais c'est déjà beaucoup, c'est tout simplement suivre, afficher une carte, donc une ou plusieurs cartes, on a vu les différents fonds de cartes, et afficher votre position. Alors là, je suis désolé, notre position est en ville, est à Pau, mais vous allez avoir votre carte, votre position, et évidemment, cette position va évoluer en fonction de votre progression sur le terrain. C'est une utilisation, et je dirais, c'est aussi l'utilisation la plus sobre peut-être de l'application, donc qui va aussi plus préserver la batterie. On a parlé par exemple du mode avion tout à l'heure. Bien sûr, une application, ça utilise de la batterie. Cela va aussi dépendre de votre téléphone, cela va dépendre de l'âge de votre téléphone, de l'utilisation et de la santé de la batterie. Cela va beaucoup aussi dépendre des autres applications que vous allez utiliser. Et je pense notamment à l'appareil photo, c'est-à-dire que souvent, quand on est en randonnée, quand on est en pleine nature, en montagne, en forêt, etc., on prend beaucoup de photos. Ben, voilà, sachez que prendre des photos utilise beaucoup de batterie. Et plus on va utiliser une application, par là j'entends plus on va solliciter de différentes fonctionnalités, plus cela va utiliser de batterie. Donc l'enregistrement, le guidage, le partage de position, etc. Enfin, c'est des choses, et ne serait-ce que la consultation très très fréquente, donc allumer l'écran du téléphone va utiliser de la batterie. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, mais voilà, il faut le faire en connaissance de cause, en connaissant votre téléphone, vos usages, en fonction du temps que vous avez prévu de partir ou de la santé justement de votre batterie, peut-être avoir prévu une batterie externe. Et par exemple, si vous êtes plusieurs à partir, ben, peut-être que tout le monde ne fait pas un enregistrement, ou tout le monde ne prend pas exactement les mêmes photos, etc., et qu'on partage ensuite ces données, l'enregistrement, les photos à l'issue d'une randonnée. Encore une fois, chacun fait comme il le souhaite, mais c'est des petits conseils pour optimiser vos usages. Donc, la première utilisation, j'affiche la carte et ma position, et là, je peux moi-même voir où je suis en temps réel, sortir le téléphone de ma poche. Ensuite, le deuxième usage, c'est, donc, admettons, voilà, je vais prendre ce parcours qui est, je me trouve au point de départ, je suis au parking, on s'est garé, on est arrivé au parking avec le bus ou le train, je vais dans Données, dans mes parcours. J'avais préparé ce parcours, donc ça s'appelle Atelier Initiation 28-11, 28 novembre. J'ouvre ici et je vais démarrer le guidage tout en bas. Hop. Alors, voilà, là, il détecte, c'est qu'en fait, on est aussi en sous-sol, ce qui explique le décalage, mais le principe, c'est celui-là, c'est j'ai un parcours, je démarre le guidage, et en fait, le guidage, ça fait une chose essentiellement, là, je vais l'arrêter. Ça fait une chose essentiellement ça permet d'activer les alertes de sortie de parcours. Et
Et ces alertes de sortie de parcours, je peux les paramétrer depuis profil ici et tout en haut, paramètres. Et ici, vous allez avoir les alertes de sortie de parcours que je peux activer ou désactiver avec cet interrupteur. Et quand elles sont activées, j'ai un certain nombre de petits réglages à faire. Est-ce que l'alerte va sonner, s'activer une fois, toutes les 30 secondes? Est-ce qu'il s'agira d'un son et ou d'une vibration, ainsi que la sensibilité, la tolérance de guidage? Est-ce que l'alerte va s'activer si je m'éloigne de 10, 20, 30 jusqu'à 100 mètres de mon parcours prévu. Donc voilà, ça c'est le deuxième usage sur le terrain par rapport à un parcours que j'ai prévu de faire. Et le troisième usage, c'est l'enregistrement de parcours. Donc, à nouveau, on prend le cas de figure où je suis, hop, je centre, comme ça la croix, elle disparaît, je suis sur le parking, c'est bon, on a chaussé les chaussures, on a les bâtons en main, je clique sur le bouton bleu avec le plus et je lance un enregistrement. C'est le premier bouton tout en haut, ici. Alors voilà, c'est un message qui va s'afficher la première fois, l'optimisation de batterie. Donc c'est évidemment, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est l'enregistrement. De fait, ça sollicite l'application, donc ça va utiliser de la batterie. Et il s'agit d'empêcher le téléphone de mettre votre application en veille quand elle est en arrière-plan, le fameux mode économie d'énergie. Donc c'est de désactiver ce mode. Donc je le désactive. Allez, enregistrer un parcours. Et ça y est, là, l'enregistrement démarre. Et je vais avoir ce panneau qui va être ici avec déjà, vous voyez, le temps qui s'écoule, le dénivelé positif et négatif. Ça ne bouge pas parce que je suis très statique et puis la distance. Et je peux lever ce panneau et retrouver ces informations un peu plus en détail ici. Donc, la vitesse, vous voyez, hein, enfin là, la vitesse, c'est difficile de vous montrer. Je suis assis à un bureau, donc pareil pour le dénivelé, mais vous pouvez faire défiler comme ça aussi plusieurs informations. La durée et la distance parcourue. Vous avez ici aussi, en bas à droite, mince, hop, en bas à droite, là, les coordonnées de ma position. Ce n'est pas très pratique avec la souris, donc je reviens à une utilisation tactile, c'est quand même prévu pour ça, les téléphones. On a mis ce pointeur de souris pour la présentation d'aujourd'hui, pour l'atelier d'aujourd'hui, pour que vous puissiez suivre plus facilement mes déplacements et ce que je suis en train de décrire. Et vous avez ici, donc en bas à droite, en faisant défiler comme ça les différents indicateurs, la précision du GPS. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le guidage qui n'a pas pu démarrer, là la précision n'est pas très bonne, elle est de 100 mètres parce qu'on est en sous-sol. Donc, c'est vrai que ça, a priori, quand on part en randonnée, on n'est pas dans un sous-sol d'immeuble. Voilà, l'occasion de parler un tout petit peu de GPS, a priori, d'une part, une confusion qui revient très souvent, GPS, signal GPS et réseau mobile sont deux choses complètement distinctes. Quand on parle de zone blanche, etc., on en a parlé tout à l'heure, il s'agit du réseau mobile. Et d'ailleurs, quand on parle de mode avion, il s'agit également du réseau mobile, que ce soit les données ou le téléphone, mais on est dans la bulle du réseau mobile. Le GPS, c'est tout autre chose, c'est une constellation de satellites qui va vous donner votre position et partout dans le monde, on est quand même relativement bien couvert, notamment en France, en Europe, etc. Donc, il n'y a pas de problème, vous aurez toujours une bonne précision GPS, à condition, et c'est peut-être ça qui est important de noter, à condition que vous soyez dans un lieu dégagé. Donc effectivement, les murs, mais également la topographie, c'est-à-dire des falaises, des arbres, une forêt très dense, ou même la météo, une couche nuageuse très épaisse, etc. Enfin, c'est des choses qui peuvent détériorer le signal GPS. Donc c'est bien de l'avoir en tête, mais en tout cas, il s'agit de deux choses bien distinctes. GPS et réseau mobile. Donc là, j'ai mon enregistrement que je vais arrêter en cliquant à nouveau sur la croix et on peut soit le mettre en pause, soit l'arrêter, soit l'effacer. Je l'arrête ici. Ah oui, donc là, j'ai aucun point parce que je n'ai pas bougé, mais donc voilà, donc je vais l'effacer directement.
Donc ça, c'est sur le terrain. Je vais vous montrer aussi une fonctionnalité qu'on peut utiliser à la fois sur le terrain et en amont, même si voilà, sur le terrain, en tout cas moi, à titre personnel, j'utilise plus sur le terrain, c'est la création de points d'intérêt. C'est-à-dire que je suis en balade et puis je repère quelque chose sur autour de moi. Ça peut être une cabane qui n'est pas sur la carte, ça peut être un coin à champignons, ça peut être l'endroit où on a posé la tente, ça peut être tout un tas de choses. Donc, à nouveau, via ce bouton ici, hein, créer un point d'intérêt. Et ensuite, j'ai ma flèche rouge ici qui est au centre de la carte. Je centre sur le point précis. Et avec ce même bouton, je valide. Et à nouveau, ici, je mets un titre, une description facultative, et j'enregistre le point d'intérêt qu'on voit apparaître ici sur la carte et que je vais retrouver dans les données ici, point d'intérêt. Ça se trouve tout en haut. Une fois que je suis... Alors, je suis toujours sur sur mon parcours, pardon, sur ma randonnée. Une autre fonctionnalité offerte par l'application Hygiène Rando. Donc là, je ferme cet écran. Excusez-moi. Toujours, donc depuis ce bouton, vous l'aurez compris, hein, c'est quand même le bouton essentiel comme ça d'accès aux fonctionnalités. Ça va être le partage de position. Le partage de position, il s'agit de partager en temps réel votre position à une personne de confiance que vous aurez sélectionnée. Cette fonctionnalité suppose, je dirais évidemment, mais en même temps, c'est bien de le répéter, d'avoir du réseau, pour le coup, du réseau mobile, parce qu'il s'agit d'une information, d'une donnée qui va être transmise via le réseau mobile. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, de technologie pour le faire. Donc, c'est vrai que quand vous allez être hors réseau, ben, il n'y aura pas de partage, mais par contre, la personne aura déjà votre dernière position, et quand vous allez revenir dans une zone où il y a du réseau, elle aura à nouveau la mise à jour de votre position. Donc, ici, comment ça se passe? Le partage de position, je peux ajouter des personnes qui vont me suivre par leur mail. Et c'est là, c'est ce que je vous disais, peut-être, je ne sais pas si vous en rappelez en tout début de présentation, que c'est une des fonctionnalités qui nécessite un compte. Pourquoi elle nécessite un compte? Elle nécessite un compte, c'est qu'il s'agit d'identifier vers quel compte je partage ma position. Donc, je renseigne le mail associé au compte de la personne à qui j'ai envie de partager ma position. Et j'active le partage ici avec cet interrupteur. Je définis une fréquence d'envoi, une désactivation qui, de toute façon, ne va pas au-delà de 48 heures, parce qu'il ne s'agit pas d'un mouchard, mais il s'agit d'une fonctionnalité de sécurité. Comme il y en a, enfin voilà, comme il y en a, mais c'est une fonctionnalité. Et d'ailleurs, cette fonctionnalité, je reviendrai sur les détails de l'abonnement, etc. Mais cette fonctionnalité est disponible dès la version gratuite. Et ensuite, vous avez ici les personnes suivies. Donc, c'est les personnes que vous-même, vous pouvez suivre. Donc, pourquoi je disais que c'est gratuit? C'est important parce que vous pouvez, quelqu'un qui ne randonne pas, mais qui peut être votre contact de secours, la personne à qui vous partagez votre position, etc., vous pouvez télécharger l'application Hygiène Rando sur son téléphone, lui créer un compte qui sera gratuit et cette personne pourra vous suivre. Elle n'aura pas besoin d'avoir un abonnement. Et donc, je peux activer le suivi des personnes et je choisis la fréquence à laquelle je veux rafraîchir la position. Donc, c'est ici qu'on a le partage de position. Je vois beaucoup d'applaudissements qui se... Merci beaucoup. Effectivement, c'est une fonctionnalité très utile qui ne se substitue pas à un conseil, je dirais, unanime sur le partage de votre projet de randonnée. Quand on discute avec les secouristes en montagne, et d'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est des choses évidemment dont on va parler lors de notre atelier du 5 décembre, mais dont on a aussi parlé lors de notre atelier avec les secouristes de la gendarmerie en juin dernier, et que vous pouvez voir en replay sur notre chaîne YouTube. Le premier réflexe, c'est de partager votre projet de randonnée et puis une heure théorique, une heure prévue de retour. Une très bonne manière de partager votre parcours, c'est depuis le parcours que vous avez créé. Donc, je suis dans Données, je suis dans Parcours, je prends le parcours
Je me rends ici sur les trois petits points et je peux l'exporter. Je l'exporte en GPX, par exemple. J'exporte les données et ensuite je l'envoie sur une messagerie, un mail, ce que vous voulez, à quelqu'un. Encore une fois, tant pis, c'est pas grave si cette personne n'est pas familière des outils, des GPX, ne fait pas de randonnée, ne fait pas. Mais si c'est la personne qui est susceptible de donner l'alerte parce que vous n'êtes pas rentré à l'heure prévue, vous n'êtes pas rentré à la maison ou au point de rendez-vous, cette personne pourra renseigner les secours et dire voilà, telle personne a disparu, ou en tout cas je n'ai pas de nouvelles, et voici son projet de randonnée. On a parlé du partage de position. Une dernière fonctionnalité qui se trouve ici, donc toujours sur ce bouton, ah mince, je reviens à la carte, sur la carte, le bouton bleu, c'est le signalement de problème avec Suricat. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je dirais ça c'est quelque chose qui se passe dans un second temps, enfin en tout cas, ça peut être sur le terrain quand vous êtes en train de faire une randonnée ou même après, et il s'agit de faire remonter un certain nombre de problèmes. Ça peut être des décharges illégales, ça peut être des armes en travers des sentiers, ça peut être des éboulements de terrain, etc., des petits ponts qui ont été détruits par les intempéries, enfin, tout un tas de choses que vous les signalez, et c'est un dispositif qui est coordonné par le ministère des Sports, notamment, et qui ensuite redispatche l'information aux autorités compétentes. Donc, voilà, un outil très utile et qu'on vous invite à utiliser. Il s'agit, enfin, nous traitons rien et enfin voilà, c'est pas l'IGN qui l'IGN Rando, enfin, on s'en occupe pas, on ne fait que transmettre l'information. Voilà dans je dirais, les grandes lignes pour les fonctionnalités. Je voulais vous dire quelques mots aussi sur l'abonnement, comme ça que ça soit un peu plus clair pour vous. Donc, l'application, comme je vous disais, elle est gratuite à son téléchargement et elle est opérationnelle, elle est fonctionnelle dès la version gratuite. Elle propose énormément de fonctionnalités, un certain nombre de fonds de cartes, notamment le plan IGN, la fonction de guidage que nous avons vu, l'enregistrement de parcours, le partage de position, c'était ce qu'on a vu vers la fin, l'utilisation du site ignrando.fr et la synchronisation entre le site et l'appli mobile. Nouvelle parenthèse, petite parenthèse pub pour l'atelier du 10 décembre, donc sur la synchronisation site appli mobile. Donc tout ça, c'est gratuit. Donc comme quoi, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Ensuite, nous proposons un abonnement qui est à 17 €, qui permet essentiellement d'ouvrir l'accès à trois choses. La première étant le scan 25, la top 25, c'est la carte que nous voyons ici à l'écran. La deuxième chose, c'est le téléchargement des cartes. Donc, c'est pour un usage hors connexion, un usage hors ligne. Donc ça, c'est la deuxième fonctionnalité qui fait partie de l'abonnement. Et puis la troisième, c'est la saisie guidée. Donc la création de parcours avec saisie guidée, c'est l'outil que nous avons montré où on trace des lignes droites et le parcours, le tracé vient se coller sur les sentiers et les chemins existants. Donc, voici pour l'abonnement et voici aussi pour la première partie, je dirais, de cet atelier. Je regarde rapidement mes notes, mais je ne pense pas avoir… Alors, il y a évidemment d'autres choses, il y a évidemment d'autres fonctionnalités. Encore une fois, il y a d'autres ateliers pour les approfondir. Il y a notre mail pour poser des questions. C'est aussi une histoire de format. Enfin, on ne peut pas y passer 3 heures. Ça peut être un peu fatigant pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une initiation. Avant de donner la parole à Angelo qui va prendre le relais, qui va répondre à certaines questions à l'oral, je voulais vous inviter, si vous le souhaitez évidemment, mais à nous laisser des avis sur les stores, donc soit sur l'App Store, soit sur le Google Play Store. C'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Là, actuellement, notre note est aux alentours de 4,5. Donc, toute note au-dessus de 4,5 nous aide beaucoup sur les stores. Donc voilà, si vous avez la possibilité et l'envie, je vous y incite.
Voilà pour moi. Je laisse la parole à Angelo. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, j'ai affiché l'écran de mon téléphone pour répondre à trois questions que j'ai sélectionnées parmi ce qui a été posé et des questions, enfin des informations un peu connexes par rapport à ça. Donc, la première chose que je vais montrer, c'est une question qui a été posée il y a environ une dizaine de minutes qui concernait les points d'intérêt. Donc, la personne posait la question de comment afficher les points d'intérêt après les avoir créés. Donc, on va voir déjà la création des points d'intérêt. Donc, depuis l'écran carte, j'appuie sur le bouton bleu, puis le bouton créer un point d'intérêt. Vous voyez ici la croix bleue qui s'affiche au centre de mon écran. Donc, je vais zoomer un petit peu sur ma carte et placer un point d'intérêt au niveau de cette cabane, par exemple. Ici, je peux, donc, comme pour les parcours, donner un titre. Voilà. On peut également ajouter une description. Ici, on va sélectionner une catégorie de points d'intérêt, donc on va dire un hébergement divers, et on va enregistrer le point d'intérêt. Et là, vous voyez que le point d'intérêt s'affiche en permanence sur ma carte. Alors, ce qui peut se passer si vous perdez l'affichage des points d'intérêt, ça peut être dû au fait que vous l'avez vous-même caché depuis ce bouton-là. Donc, si je fais ça, le point, une fois que je l'ai fermé, va être caché. Et ensuite, pour le retrouver, je vais devoir aller dans la liste de mes points d'intérêt, les points d'intérêt sur l'application, retrouver ici ma cabane et l'ouvrir. Donc là, il va s'afficher. Et là, je vais faire en sorte qu'il soit affiché sur la carte, donc affiché en permanence. Il y a également une autre façon d'afficher et cacher les points d'intérêt, cette fois-ci de manière groupée. Donc c'est depuis le sélecteur de carte, on a ici un interrupteur qui concerne les points d'intérêt. Donc vous voyez que là j'ai caché tous les points d'intérêt, dont celui que je viens de créer. Et si je veux les afficher à nouveau, je vais afficher ce point d'intérêt. La deuxième question qui a été posée, c'était les différences qu'il y avait au niveau des paramètres de l'application entre Android et iOS. Donc là, il est en réalité normal de retrouver des choses uniquement sur la version Android, par exemple, euh, parce que bah, les deux systèmes d'exploitation ne sont pas identiques. Donc, lorsqu'on fait des réglages, par exemple pour l'accès à la position sur Android, on ne va pas systématiquement retrouver les mêmes réglages sur la version iPhone. Donc, c'est normal que les réglages ne soient pas identiques. Et c'est normal aussi que, par exemple, lorsqu'on fait notre premier enregistrement, là, l'application va nous demander de modifier des paramètres du téléphone. Et là, c'est pareil, il y a un peu plus de paramétrage à faire sur Android pour que l'enregistrement puisse se faire sans interruption, alors que sur l'iPhone, il y a en réalité un seul réglage à effectuer. Donc, l'application nous invite à le faire. Et ensuite, ce qu'il faut, par contre, éviter sur les deux types d'appareils, c'est le mode économie d'énergie. Parce que ce mode-là, lorsque l'application est en arrière-plan, c'est-à-dire que vous sortez sur le bureau du téléphone ou vous utilisez une autre application, le téléphone va mettre en veille l'application et l'enregistrement va très vite s'arrêter. Dernière petite précision, donc là la question n'a pas été posée, mais Alexandre en a parlé et ça concerne la précision du GPS. Donc, il a bien expliqué qu'on doit être dans un endroit dégagé, donc avoir une vue du ciel, concrètement, avoir au moins une vue d'une partie du ciel pour que on puisse recevoir le signal des satellites, de suffisamment de satellites pour calculer notre position. Et, euh, et du coup, ce que je voulais préciser, c'était que l'application, pour pouvoir fonctionner lors d'un guidage d'un enregistrement ou d'un partage de position. Ce sont les trois fonctionnalités liées au signal GPS. Il faut que cette précision soit au moins de 30 mètres. Donc, si on a une précision, habituellement avec un téléphone moderne, on a une précision de 2, 3, 5 mètres lorsqu'on est en, dans un lieu ouvert. Lorsqu'on rentre dans une forêt où il y a beaucoup de pentes, etc., on tombe à des précisions d'une dizaine de mètres. Et
quand on est collé à une falaise, dans une grotte, dans un bâtiment, là, la précision peut être moins bonne que 30 mètres. Et là, on a la- l'enregistrement du parcours qui va s'arrêter, le partage de position qui va s'arrêter, ou qu'est-ce que j'oublie? Le partage de position, l'enregistrement et le guidage. Voilà, merci Alexandre. Voilà, donc c'était ça les questions qu'on voulait préciser un peu en fin d'atelier. On va vous remercier une dernière fois de nous avoir suivis. Vous avez été nombreux du début à la fin. Donc là, il y a plus de 200 personnes. On était plus de 300 au pic. Et donc, on pense qu'on a eu à peu près 400 personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'autres personnes vont voir cet atelier sur notre chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui vous regardent le replay, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire de la vidéo. On va répondre dessus. Vous avez également la possibilité de nous écrire. Euh, je vais repartager l'adresse mail dans quelques instants afin que tout le monde puisse la voir. Et on va la mettre également dans le chat. Et enfin, pour ce qui concerne donc notre chaîne YouTube, qui est donc sur youtube.com /@ubicarta. Vous allez retrouver cet atelier dans les prochains jours. Vous allez également retrouver d'anciens ateliers qu'on a fait sur des thématiques différentes. Vous retrouverez également les 2 ateliers de décembre dès qu'ils auront été effectués. Et donc, pour pouvoir mieux suivre la publication de nos vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour avoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo est postée. Ça n'arrive pas très très souvent, donc vous n'allez pas être spammé par des messages. En gros, on fait en moyenne sur l'année un atelier par mois. Et voilà, on a prévu de publier des vidéos tutoriels aussi sur l'application. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et comme ça, vous aurez cette information le plus vite possible. Merci encore. Merci à Xavier, Sébastien, Anthony qui nous ont aidés sur la réponse aux questions. Merci Alexandre pour la super présentation, une fois de plus. Et merci à tous et bonne soirée et peut-être à une prochaine.